Mathieu Ballandra, bonjour. Tout d'abord pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, merci de m'accueillir déjà. Alors je suis originaire du Beaujolais, à une bonne demi-heure au-dessus de Lyon, et j'ai atterri il y a 6 ans de cela à Lorient. Donc maintenant je suis vraiment installé à Lorient. Qu'est-ce qui vous a attiré à Lorient ? Alors à Lorient, déjà la Bretagne, c'est la côte qui est superbe. Et puis je suis venu aussi par amour, parce que c'est ma compagne qui est de Bretagne, et du coup je suis venu pour venir la rejoindre. C'est pas par amour de la côte, c'est par amour de votre compagne. Ouais, en premier. Vous allez donc préparer un grand voyage en autostop, et votre destination finale, c'est la Patagonie. Alors, quelques questions par rapport à ce périple. D'abord, pourquoi la Patagonie, et qu'est-ce qui vous a attiré spécifiquement vers cette destination pour une telle aventure ? Alors la Patagonie, c'est un endroit qui est lointain. C'est quand même, moi l'objectif c'est de faire Lorient-Ushuaia précisément. Donc Ushuaia en terre de feu, à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Et pourquoi cet endroit ? Parce que moi ça me permet de découvrir l'Amérique latine que je connais pas, je connais que très peu. Je connais uniquement la Colombie qui est déjà bien, et ça m'a permis de voir un aperçu. Donc j'ai très envie de voir la suite. Vous parlez d'une aventure humaine, faite de rencontres, de confiance et de belles galères. Qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans ce type de voyage, axé justement sur l'humain et non sur le record ? Vous avez mis le pouce dessus. Le pouce dessus, exactement. Pas en l'air, mais du coup, clairement sur le mot, c'est le côté aventure humaine. Moi, je fais ça déjà, l'aventure géographique pour découvrir des pays que je ne connais pas. Mais c'est surtout l'aventure humaine qui me motive. Parce que dans le stop, en fait, on fait des rencontres en une seule journée. On peut voir tellement de personnes différentes. Donc, c'est vraiment ça qui me motive. Ouais. D'où est venue cette idée de faire ce voyage uniquement en stop ? Y a-t-il eu un déclencheur particulier ? Oui, tout à fait. Ça faisait quelques années que je pensais à faire une grande aventure un peu hors du commun. Et je ne savais pas vraiment quoi. Je voulais une aventure humaine. Et le stop, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Où j'ai relié avec un ami Lorient dans la Creuse pour rejoindre un festival. Où le concept c'était d'y aller en stop, et donc j'ai adoré, et depuis tous les ans je fais du stop pour rejoindre des amis en été. Vous avez mis combien de temps pour arriver dans la Creuse ? Une journée, une journée mais de 7h jusqu'à 23h. Combien ensuite un festival derrière. De véhicules empruntés ? 7. Ah oui, quand même. Comment votre entourage justement a-t-il réagi à l'annonce de ce projet un peu dingue ? Alors ma compagne elle me soutient à fond, à 200%, elle est vraiment derrière moi, donc je suis très très content et très chanceux aussi. Surtout qu'elle va me rejoindre derrière durant l'aventure. Et après, sur mon entourage de mes parents par exemple, ils sont un peu plus, ils sont compréhensifs, mais ont quand même assez peur, on va dire. Des amis aussi ? Les amis me prennent pour un fou. D'où l'aventure un peu dingue ? Ouais, tout à fait. Ouais. Surtout que les amis, ils n'ont pas forcément fait du stop, encore moins à l'étranger. Moi, ça va me prendre une année. Enfin, j'ai vraiment pris une année pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'ils me prennent vraiment pour un peu un dingo, quoi. Comment s'organise un tel périple ? Est-ce que vous avez une feuille de route très précise, ou est-ce que vous laissez une grande part à l'imprévu et aux rencontres ? Alors, la seule feuille de route que j'ai pour l'instant, c'est de traverser l'Atlantique. Ça va être la première étape, parce que je vais faire France jusqu'à l'Amérique du Sud ou aux Antilles. C'est les 2 destinations un peu phares pour traverser l'Atlantique. Donc là, j'ai déjà un bateau qui m'attend dans une dizaine de jours, qui va faire Pays Basque jusqu'aux Canaries. Et derrière, là-bas, je vais tendre le pouce pour faire du bateau stop, pour trouver un bateau qui... Ah oui, donc parce que ça existe aussi, le bateau stop. Ouais, tout à fait. Moi aussi, j'étais surpris. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui font ça, surtout à cette période entre novembre et février, où c'est vraiment la période avec les vents des alizés qui poussent vers l'ouest. Et donc, il y a énormément de bateaux stoppeurs qui sont notamment aux Canaries pour trouver un bateau. Ouais. En pleine actualité, vous croiserez peut-être des IMOCA sur votre trajet. Quelles sont les grandes étapes ou les grandes zones de passage entre l'Orient et la Patagonie ? Et est-ce que vous avez pensé au pays que vous traverserez ? Oui, alors ça dépend vraiment du coup où est-ce que j'atteindrai, où est-ce que le voilier que j'emprunterai m'amènera. Et ensuite, je verrai en fonction des opportunités que j'aurai. Mais grosso merdo, j'aimerais bien aller directement au nord de l'Amérique du Sud pour ensuite parcourir un petit peu tous les pays. En termes de logistique, qu'est-ce que vous emporterez et quel contenu indispensable de votre sac à dos pour une aventure de cette ampleur ?
Bah, ça tombe bien parce que juste après, je vais à Decathlon faire le plein. Et donc j'ai déjà fait ma liste. Ça m'a pris quand même 2-3 jours vraiment plein pour vraiment affiner ma liste. Surtout que l'objectif principal, finalement, le retour que j'ai pu avoir de tous les voyageurs en général, c'est d'alléger le sac un maximum parce que je le porterai quasiment Sur le tout le dos. temps. Donc c'est vraiment numéro un, avoir des produits qui soient le plus léger possible et le plus compact possible. Trousse de secours aussi. Oui. La vaccination aussi, elle est importante. Oui, effectivement, ouais. C'est bien de s'y prendre en amont parce Et qu'il vous y a êtes à plusieurs jour? doses à faire. Ouais, Ouais. je suis à jour, c'est bon. Super. Combien de temps vous prévoyez pour atteindre la Patagonie? Une année. Une année. Ouais. Alors moi, l'objectif, c'est pas d'y aller d'une traite. C'est vraiment de prendre mon temps avec mon aventure avec les locaux. Et l'idée, en plus de faire du stop, c'est de dormir chez l'habitant. C'est pour ça que d'ailleurs, je prends une tente avec moi qui me permettra de ne pas être trop intrusif dans la manière d'aborder les gens pour passer une soirée avec eux et plutôt leur proposer de poser ma tente dans leur jardin pour passer une bonne soirée, mais en même temps que je puisse dormir à l'extérieur. Par rapport aux défis et aux peurs, quelles sont vos principales craintes ou appréhensions avant ce grand départ en termes de sécurité, solitude, barrière de la langue peut-être, une attente interminable? L'argent aussi, nerf de la guerre j'ai envie de dire. Ouais, alors concernant l'argent, moi j'ai 32 ans, donc j'ai eu un métier avant où j'ai pu vraiment bien économiser. Vous faisiez quoi? Contrairement à un étudiant. Alors j'étais responsable de secteur donc, commercial en grande distribution. Je travaillais pour des marques dans la bière, dans le café, dernièrement pour les bonbons. Et du coup j'ai pu économiser depuis. Donc là j'ai assez pour partir. Après ma grande peur, moi ça serait vraiment de ne pas trouver de bateau pour traverser l'Atlantique. Et du coup je serais obligé de prendre l'avion pour atteindre ma destination. Donc du coup le stop, je ne l'aurais pas fait entièrement. Et pour le reste, on verra bien. Comment on gère la confiance dans un voyage où on est constamment dépendant de la gentillesse, de la bonne humeur des inconnus? Ah bah, clairement le stop, on sait quand on commence le stop, quand on tend le pouce, on ne sait pas du tout quand on va se faire prendre par une personne. La preuve en est, quand j'ai fait le stop il y a 2 ans, j'ai attendu 3 heures avec mon ami, de 7h à 10h, on a mis 3 heures avant de trouver le premier véhicule. Donc la patience est le maître mot, je dirais. Et du coup, c'est vrai qu'on compte énormément sur la bienveillance et la gentillesse des personnes. Ouais. Mais je crois en l'humanité. Et c'est ce que je veux aussi démontrer par mon aventure. Pour vous, qu'est-ce qu'une belle galère? Une belle galère, c'est quand tous les éléments sont faits pour ne pas être en notre faveur. Par exemple, on peut avoir le climat, qu'il pleut à forte rafale de vent, que ce soit un endroit, un endroit pas du tout stratégique, c'est-à-dire un endroit où les voitures ne peuvent pas s'arrêter. Jean, est-ce que vous avez établi un budget spécifique? Pas au jour le jour. Moi, je considère que j'aurai environ, j'ai mis environ une dépense de 15 000 € que j'ai à peu près vu. Il y a surtout l'équipement. Je me suis rendu compte que l'équipement que je vais acheter, ça coûte quand même cher parce que les équipements techniques, que ça soit qui soit léger et compact, coûtent plus cher que forcément un équipement moins technique. On va arriver au terme de cet entretien avec encore quelques questions sur le partage et le suivi. Pourquoi est-ce important pour vous de partager cette expérience avec nos auditeurs? Moi, très clairement, j'ai envie de transmettre, de véhiculer un message. C'est le fait que l'aventure finalement n'attend que nous. Il suffit juste d'oser, il suffit juste d'aller en avant. Et là, ça paraît une aventure assez énorme. Mais on peut très bien faire du stop sur une seule journée avec un ami sur un week-end. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en avant. Et puis surtout l'aventure humaine, comme je disais. Si vous aviez un dernier message à adresser aux auditeurs et potentiels conducteurs que vous croiserez sur la route, quel serait-il? Aux conducteurs, si vous voyez quelqu'un avec un pouce levé, prenez-le. Vous allez passer un agréable moment avec lui, j'en suis sûr, et lui aussi, ou elle. Et pour les autostoppeurs qui font la même chose que moi, croyez en vous et le grand smile et tout ira bien. Merci beaucoup pour Jamardio. Merci.